Le crowdfunding connaît sa première crise depuis 10 ans, notamment dans l'immobilier, les retards et les défauts augmentent. Salut tout le monde, c'est Gaëtan de la GFI. On est devant les bureaux de France FinTech pour parler de l'état du marché du crowdfunding avec les deux personnes qui le connaissent sans doute le mieux, Florence Demoupou et Bertrand Desportes. C'est parti. Bonjour Florence Demoupou. Bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand Desportes. Bonjour Gaëtan. Florence, vous êtes déléguée générale adjointe de France FinTech. Bertrand, vous êtes associé chez Forzis Mazars. Tous les deux, vous avez coécrit ce livre, le crowdfunding pour les 10 ans du marché. Et vous êtes également derrière le baromètre annuel. Cette année, pour la première fois, vous avez publié des chiffres à mi-année, tant la situation était critique, notamment sur l'immobilier. Les projets en retard de plus de 6 mois, c'est un quart du marché. Les projets en procédure collective, c'est plus de 6%. Et les défauts, c'est déjà plus de 4%. Aujourd'hui, on est en début décembre. Où en est le marché ? On n'a pas de chiffre exact à début décembre puisque notre exercice il est donc tous les 6 mois, mais néanmoins on a des tendances. Effectivement, sur les aspects de collecte, on sera sur une année de baisse, quel que soit le segment de marché du crowdfunding, l'immobilier, les TPE, l'innovation. Il n'y a que sur le segment ENR qu'on espère avoir des énergies renouvelables. Énergie renouvelable où on espère avoir des chiffres en hausse. Maintenant, sur le sujet des retards, comme vous l'évoquiez, on est sur en gros un projet sur 3 qui a un problème de retard. En termes de collecte, c'est sûr qu'on sera sur moins 25% de collecte, c'est à peu près la projection entre moins 25 et moins 30%. En termes de risque, oui, une légère aggravation, notamment bascule entre retard et procédure collective. Et en termes de taux de rendement, l'immobilier devrait tangenter les 11%, l'ENR tangenter les 8%, donc on est sur une légère hausse également. On ne fait pas forcément la distinction dans le baromètre entre les retards contractuels et les retards non contractuels. Et le fait est que généralement les retards entre 0 à 6 mois, c'est souvent des retards contractuels. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des taux qui sont affichés comme des taux de retard qui sont en fait un rééchelonnement négocié, vu par les plateformes avec les porteurs de projets qui ont été validés soit en assemblée générale, soit par le contrat qu'ils ont signé par les investisseurs. Et donc, il n'y a pas de... c'est un retard par rapport à l'échéancier initial, mais pas par l'échéancier en cours. Il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding qui communiquent sur les garanties qui sont prises auprès des sociétés qui empruntent auprès d'elles. Et pour autant, elles n'activent pas forcément les garanties ou alors pas tout de suite en cas de début de difficulté. Pourquoi et du coup, que valent ces garanties-là ? Activer la garantie, ça veut dire qu'on rentre dans une procédure. Donc souvent, c'est plus pertinent d'être en négociation avec le porteur de projet pour essayer de recouvrer les fonds, plutôt que d'activer des garanties qui parfois ne vont mener nulle part. Si la holding a des états financiers qui sont déplorables, finalement activer la garantie, ça va servir à rien. Mais du coup, moi en tant qu'investisseur, quelle valeur je donne aux garanties qui sont présentées avec le projet si finalement la plateforme ne l'active pas? Est-ce que ça a un intérêt finalement? Oui, c'est un intérêt parce que je pense que d'abord la garantie c'est un outil de dissuasion pour aligner au départ les intérêts du porteur de projet, de la plateforme et des investisseurs. Mais comme le dit Florence, c'est vraiment un outil d'ultime recours. Parce qu'en fait, activer une garantie, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend pas mal d'argent. Et vous êtes face à des acteurs qui ne sont pas toujours d'une solidité énorme. La solution privilégiée par les plateformes, c'est toujours être dans une démarche de négociation pour laisser une chance aux porteurs de projet d'aller au bout de ses engagements, quitte à délayer le remboursement sur 12 mois supplémentaires. Et justement, sur les garanties, on voit sur les forums des investisseurs qui se plaignent de garanties qui auraient été mal déposées, mal montées. Est-ce que vous attendez à une augmentation de litige entre investisseurs et plateformes? Il y a une augmentation évidente. Des contentieux des contentieux, des réclamations. La difficulté aussi, c'est de savoir... pourquoi il y a une réclamation? Est-ce que c'est un défaut de la plateforme, effectivement, parce qu'elle aurait mal fait son travail, et ça peut arriver, ou est-ce que c'est simplement qu'il y a un retard du remboursement? Et ça, c'est aussi la vie d'un financement. Le risque inhérent au crowdfunding. Oui, au crowdfunding et en particulier aux opérateurs immobiliers dans une période de crise. Et il y a des grosses frustrations aussi de la part des investisseurs qui sont très compréhensibles, mais qu'il faut comprendre aussi, c'est que les plateformes ne peuvent pas toujours tout dire. En fait, l'opérateur immobilier, quand il rentre en procédure, il est protégé. Alors ça, c'est un gros sujet, effectivement. La communication des plateformes, c'est un des points noirs qui revient le plus souvent parmi les critiques des investisseurs. Ben oui, mais en fait, on ne peut pas se faire justice soi-même en France. Il y a des règles qui sont là, qui sont strictes, et il y a des obligations de confidentialité. Donc, on ne peut pas forcément toujours dire aux investisseurs qui sont impliqués sur un projet où en est la procédure collective
collective. Sur un sujet réglementaire, on a beaucoup parlé du nouvel agrément européen, celui de prestataire de services en financement participatif. Les plateformes avaient jusqu'au 11 novembre dernier pour l'obtenir et sur les 230 plateformes qu'on recensait encore en 2020, il y en a 58 qui l'ont obtenu là à date en 2024. Est-ce qu'on peut parler d'une purge? Alors non. Non, il n'y a pas de purge, parce que je pense qu'il faut aller regarder un peu les chiffres dans le détail. En fait, les 220 et quelques plateformes recensées en 2020, c'est tout plateforme de crowdfunding confondues. Aujourd'hui, en fait, à fin 2023, il y avait 60 conseillers en investissement participatif. Aujourd'hui, il y a 59 prestataires de services de financement participatif. Moi, je compte à peu près 12 plateformes qui étaient CIP, qui ne sont pas allés demander le nouvel agrément de prestataire de services de financement participatif, et 15 nouveaux entrants. Donc, globalement, on reste assez stable. Moi, je pense que sur les 228 immatriculations que vous évoquiez, il y avait quand même pas mal d'immatriculations dormantes enregistrées à l'ORIAS, mais qui ne donnaient pas lieu à l'exploitation opérationnelle d'une plateforme. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'un agrément dormant, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller sur du PSFP en n'exploitant pas votre plateforme. L'AMF ne le permet pas. Et par ailleurs, c'est extrêmement coûteux. Quand on regarde aujourd'hui dans le détail, notamment les données de la plateforme Hello Crowdfunding, on voit qu'il y a des porteurs de projets qui ont beaucoup levé sur les plateformes de crowdfunding. J'en ai notamment 3 en tête sans forcément donner les noms, mais un qui a levé plus de 51 millions d'euros, 46 projets sur 10 plateformes différentes et qui a aujourd'hui à peu près 38% de retard. Un autre 8 millions, 47 projets, 67% de taux de retard. Et alors un autre qui est proche des 650 millions et qui a un taux de retard de 30% de ses remboursements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des pratiques de bon marché qui doivent être mises en place pour éviter une surexposition du marché à certains porteurs de projets, à certains promoteurs et marchands de biens? Oui, bien sûr. Il y a des pratiques qui sont mises en place, au titre de la profession et au sein du Collège Financement Participatif de France FinTech, qu'on essaye d'améliorer parce qu'elles ne sont pas toujours optimum. Mais il y a des concertations des plateformes, il y a la mise en place de fichiers d'alerte, de réunions régulières qui permettent aux plateformes aussi de s'informer. La problématique aussi, c'est que certains opérateurs ne signalent pas toujours qu'ils sont multi-plateformes. Donc il n'y a pas un fichier aujourd'hui qui recense les porteurs de projets, les sociétés, pour savoir auprès de quelles plateformes elles sont financées et éventuellement avoir des alertes rouges? Si, il y a un fichier qui existe et qui peut être amélioré et qui va être amélioré. C'est un sujet qu'on a au sein de l'association. Moi, je pense que le secteur, en complément, a également besoin de rassurer tout le monde et de réaligner les intérêts. Et peut-être que l'un des moyens de le faire, c'est aussi sur le commissionnement qui est aujourd'hui touché upfront quand la collecte est faite. Mais en fait, ce serait pas mal d'en décaler la perception une fois que l'intérêt des porteurs est complètement au vert, c'est-à-dire vous avez remboursé le principal et les intérêts, et à l'issue de ce chemin-là, vous pouvez déclencher une partie de votre commissionnement. C'est-à-dire que les plateformes perçoivent une partie de la commission à la levée et une partie à la fin du remboursement. Exactement. Aujourd'hui, ce n'est pas le modèle en vigueur. Ça pourrait être une bonne pratique d'avoir ça demain pour rassurer tout le monde et repartir sur de bonnes bases. Il y a des discussions là-dessus aujourd'hui? C'est envisagé. Pour terminer, quelles vont être les grosses actualités du marché auxquelles on peut s'attendre pour l'année prochaine? Alors, il y a des actualités réglementaires, parce qu'on n'arrête pas les actualités réglementaires. Et c'est aussi, DORA, notamment, qui va rentrer en janvier. Il y a DORA qui rentre en ligne. Qui demande aux plateformes aussi beaucoup aux acteurs du monde financier, du monde financier de manière globale. Voilà, ça ne concerne pas que les plateformes, mais c'est aussi encore beaucoup d'efforts réglementaires. Donc, c'est vrai que c'est lourd à porter, en fait. Il faut quand même avoir en tête qu'une plateforme de financement participatif, un PSFP, c'est un agrément européen, c'est des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est les règles DORA, etc. Donc tout ça, ça s'intègre et c'est sans doute aussi pour ça, pour rejoindre la discussion précédente, qu'il y a certains acteurs qui ne sont pas allés chercher le PSFP parce que ça s'alourdit. Oui, et ça continue à s'alourdir d'un point de vue réglementaire. Donc il y a cette échéance réglementaire DORA et puis il y a aussi les affaires courantes, j'allais dire, d'évaluer le règlement européen PSFP, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et d'essayer de le faire évoluer autant que possible. Et sur une vision de marché aussi, on a peu ou prou depuis 2-3 ans aux alentours de 2 milliards de collectes pour 70 acteurs. Donc on voit bien qu'il y a un sujet de taille critique qui n'est pas atteinte pour la majorité des acteurs, puisqu'on est sur un modèle de collecte. Chaque plateforme ponctionne entre 5 et 8%
de commission sur une collecte réalisée, ce qui vous donne un chiffre d'affaires global pour tout le secteur entre 100 et 150 millions d'euros. Ramené à 70 plateformes, ça fait environ 2 millions d'euros par tête de pipe, mais sachant qu'il y a les 5 à 10 premières qui se taillent la part du lion. Donc du coup, on voit bien qu'il y a une course à la croissance qui est rendue obligatoire pour les plus grosses plateformes, et sans doute que le passeport européen va les aider à y arriver en permettant aux plateformes d'aller sur d'autres marchés que le marché. Alors effectivement, c'est vrai que dans le PSFP, il y a un passeport qui peut être demandé, qui permet d'aller plus facilement en Europe, dans d'autres pays européens. Pour autant, sur les 58 plateformes françaises, il y en a une quinzaine qui a demandé à avoir ce passeport, et qui a fait preuve, qui ont fait preuve de vouloir aller à l'étranger. Est-ce que finalement ce passeport il était nécessaire maintenant, quand on voit qu'aussi peu d'acteurs l'ont demandé? Enfin, en tout cas, il n'était pas demandé par les acteurs français pour aller se développer dans d'autres pays européens, mais plus pour avoir les mêmes règles avec des acteurs européens. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même important. L'aspect passeport est assez peu utilisé parce que ça prend du temps aussi, passeporter son activité dans un autre pays. Ce n'est pas simplement avoir l'agrément qui va bien, il faut aussi s'adapter à la fiscalité, et notamment la fiscalité est quand même un gros frein. Tout l'aspect droit des sociétés n'est pas le même d'un pays à un autre, donc ça demande beaucoup d'adaptation et du coup c'est un coût important. Donc, et la situation économique a sans doute un peu freiné des velléités de s'exporter à l'Europe. Néanmoins, je pense que c'est essentiel et c'est vers là que les plateformes vont aller. On parlait des perspectives aussi. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de consolidation et d'européanisation. La consolidation, pour l'instant, on ne la voit pas encore énormément. C'est très marginal encore, ça reste très ponctuel. Alors là, il y a eu des actualités très récentes. Lendopolis qui est maintenant dans le giron de l'Endosphère. Tout à fait. Il y a très récemment, alors sur la partie dons, KissKissBankBank qui se rapproche du LUL. Donc on voit quand même certains mouvements opérés. Et après, l'abandon de certains modèles généralistes. Par exemple, la plateforme October en 2024 a cessé ses opérations, ou la quasi-totalité d'entre elles. Oui, Charbond aussi, il y a quelques jours, a annoncé qu'ils mettaient en sommeil aussi leur activité. Donc il y a un mouvement quand même vers la consolidation et qui risque de s'accélérer quand même. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Gaëtan.